Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors suite à une vidéo que j'ai fait dernièrement sur l'utilité des pierres, j'ai eu quelques feedbacks un petit peu mitigés sur le fait que je survolais un petit peu trop les sujets. Alors c'est effectivement l'impression que j'ai eue moi aussi. Alors faut savoir que pendant l'écriture et le tournage de ces épisodes, j'étais genre très crevé et juste hyper malade. D'ailleurs si vous vous refaites la vidéo, vous l'entendrez, je parle comme un putain d'ornithorynque. Durant cet épisode, j'avais également parlé de la probabilité de faire un épisode numéro 2 sur la gémologie, soit l'étude des pierres précieuses. Et vu que le public et les viewers réclamaient des thèmes un petit peu plus lourds, je me suis dit qu'on allait se lâcher et clairement rentrer dans les sujets. Et donc ce coup-ci, on va rentrer profondément dans la gémologie. Je pense d'une manière générale qu'il n'y a pas de mauvais contenu à expliquer, il y a juste de mauvais enseignants. Alors pour le coup ici, je vais m'appliquer pour que ce soit digeste. De toute façon, vous êtes un public intelligent, vous allez comprendre. Si vous voulez des trucs cons, prémâchés, vomis à l'écran, je vous conseille une petite chaîne sympa, ça s'appelle Math Podcast. Voilà, je règle mes comptes. Et donc Gémologie, épisode 2, on est parti. Plusieurs critères peuvent nous permettre d'identifier une pierre, et la gémologie à proprement parler, c'est l'étude des détails qui font d'une pierre ce qu'elle est en analysant tous ces petits critères. Et donc pendant toute la vidéo, vous allez suivre au fur et à mesure 3 pierres différentes que je vais analyser pour vous. Commençons donc par le premier critère et le plus évident pour définir une pierre précieuse, la couleur. Une même pierre fine peut arborer tout un panel de couleurs différents en fonction des éléments chimiques qui rentrent en ligne de compte. Et après un certain temps, lorsque vous êtes connaisseur, il est même possible d'identifier certaines pierres bien spécifiques, ayant des teintes bien spécifiques à l'œil nu, sans devoir vous soucier des autres critères. Par exemple, le péridot, qu'on appelle aussi olivine, est caractérisé par ce vert olive très typique. Tiens d'ailleurs, en parlant de trucs verts, ça me rappelle une blague. Vous savez ce qui est vert qui monte et qui descend ? Des olivines quand on les balance. Deuxième exemple, l'améthyste de la famille des quartz est une pierre qui possède un mauve assez typique, et il faut savoir que naturellement très peu de pierres sont à même d'obtenir la même couleur. Donc voici notre premier critère, et forcément le plus simple, identifier. Pour aller plus loin dans l'expertise de votre pierre, il vous faudra vous équiper de quelque chose qui vous recense toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire d'un bon bouquin. Chers viewers, attention, ceci est un placement de produit non rémunéré pour des gens qui font un travail de qualité. Pour ma part, je n'ai pas trouvé de meilleur bouquin que celui-ci, le Guide des pierres précieuses par Walter Schumann. Il regroupe un nombre d'informations incroyables. Le Guide des pierres précieuses par Walter Schumann. Le second critère susceptible de nous intéresser est la densité, et on peut calculer la densité d'une pierre de deux manières différentes. La première est d'immerger la pierre dans une série de liquides les uns après les autres, ces liquides ayant des densités différentes mais toutes définies à la base. Après avoir posé la pierre dans le liquide, nous observons ensuite sa réaction. Soit la pierre coule, elle est donc plus lourde que le liquide, on sait qu'elle est d'une densité supérieure, soit la pierre flotte, on sait du coup qu'elle est plus légère, soit la pierre stagne entre deux eaux, ce qui nous prouve qu'elle a une densité plus ou moins équivalente au liquide dans laquelle on la plonge. C'est un peu comme la pierre de touche et les acides en fait. La vitesse de chute de la pierre dans le liquide peut également nous donner une indication quant à l'éloignement de la densité de la pierre par rapport au liquide. Si la pierre tombe vite, elle sera forcément beaucoup plus lourde. Si la pierre tombe doucement, elle sera forcément plus légère. C'est comme 1 kg de plume et 1 kg de plomb. Le poids est exactement le même, les plumes vont juste tomber plus vite, doucement. Putain. La seconde technique consiste à poser un récipient rempli d'eau sur une balance et mettre celle-ci à 0. Il nous faudra ensuite plonger la pierre dans l'eau à l'aide d'un fil, sans toucher les bords ni le fond du récipient, et noter la valeur qui apparaîtra sur la balance. Ensuite, on laissera tomber la pierre au fond du récipient et on notera cette deuxième valeur qu'on divisera par la première. Et le nombre que nous allons obtenir est notre indice de densité. Notre troisième critère est la valeur de réfraction d'une pierre. La réfraction ou réfringence définit le changement de direction d'une onde lumineuse lorsqu'elle traverse un corps étranger. Il faut savoir que la densité influe sur le taux de réfraction, mais pas que. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Pour mesurer cet indice, nous allons nous servir d'un réfractomètre. Il s'agit d'un instrument optique dans lequel on vient braquer une source lumineuse monochrome. C'est important. On va ensuite déposer une gouttelette d'un liquide de contact sur l'appareil et venir y apposer une pierre juste sur l'opercule. Il faudra ensuite penser à bien frotter la pierre parce que le liquide de contact il est un tout petit peu toxique quand même. On regarde ensuite dans l'œilleton du réfractomètre et on verra apparaître une petite ombre sur une barrette graduée. Par rapport à la réfraction, il faut savoir que certaines pierres sont biréfringentes, ce qui veut dire qu'elles divisent l'onde lumineuse en deux en sortie. Alors, on obtient donc du coup un deuxième indice, mais qui ne sera jamais très éloigné du premier. Il existe un appareil qui permet de savoir si la pierre est mono ou biréfringente, et cet appareil s'appelle le polariscope.
Il nous suffit de poser les pierres sur le plateau lumineux du polariscope et de faire tourner ce petit plateau. Si la luminosité de la pierre ne change pas, c'est que cette pierre est monoréfringente. Si en revanche la pierre s'allume et s'éteint à peu près tous les 90 degrés, on considère que la pierre est biréfringente. Et donc après avoir analysé notre pierre, il sera possible, en croisant les différents critères, de retrouver la pierre en présence de laquelle nous nous trouvons. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur les méthodes d'identification des différentes pierres. Et pour le coup, les 3 pierres qu'on a analysées pendant la vidéo, c'était une citrine, une améthyste et un grenat. Il faut savoir par rapport à ça que le matériel de base pour la gémologie ne coûte pas extrêmement cher et vous pourriez vous équiper et analyser des pierres pour quelques dizaines d'euros. En revanche, si vous vous décidez à l'attaquer en mode vraiment lourd avec un super microscope par exemple, afin de déceler les systèmes cristallins et les clivages par exemple, ou encore d'un spectroscope, et ça c'est pour définir les compositions chimiques des pierres, à ce moment-là vous risquez de plutôt vite exploser le budget. Et là, vous venez de comprendre qu'il va être nécessaire d'entamer un épisode 3 sur la gémologie, parce que oui, je fais du teasing à 2 balles et pas de respect. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo si vous avez apprécié déjà, et puis s'il y a des choses que vous trouvez qui méritent de rentrer un peu plus dans les détails. Je vous rappelle que je serai à la Néocast les 2 jours, le 23 et 24 avril. Je vous informe également qu'il est possible que la cadence de sortie des vidéos pour les semaines à venir soit légèrement modifiée. On a énormément de projets et les vidéos nous prennent beaucoup de temps et on a décidé clairement de privilégier la qualité à la quantité. Donc le rythme sera malgré tout toujours régulier, on oscillera entre une semaine, 10 jours et 15 jours. J'en profite également pour vous informer du fait que j'ai ouvert un compte Snapchat. Alors si vous voulez m'envoyer des images, des vidéos, des textes ou toute autre chose, du moment que ça reste dans le domaine du décent et du légal, Yann l'original, en un mot, sans coupure. D'ici au prochain épisode, je vous embrasse, ciao.